Alors, cette réunion est enregistrée, j'ai compris. Bon, bonsoir tout le monde. Très contente du coup de pouvoir proposer ce webinaire-là sur l'installation et un peu l'aspect juridique parce que c'est des questions qu'on a souvent. Et du coup, merci à Alessia d'avoir eu l'idée de ce webinaire parce que c'est vrai qu'on rencontre plein de diètes alors qui s'installent ou qui sont déjà installées, mais qui sont souvent ont des questions d'ordre pratique, juridique. Et des fois, on n'a pas forcément les réponses et c'est un peu du cas par cas aussi, je crois. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire intervenir des personnes dont c'est le métier, qui pourront certainement répondre aux questions et en tout cas nous apporter un éclairage supplémentaire. Donc je vais laisser la parole à Iris, Carla et Amanda. Déjà, si vous voulez vous présenter toutes les trois et puis après démarrer. Alors, bonjour à tous et à toutes. On est super contentes toutes les trois d'être là. Voilà, on est super contente aussi que mon suivi diète, par le biais de Alessia et de Marion, ont accepté notre présence. Et donc, voilà, on a voulu aborder avec vous. Alors, on est spécialisé effectivement dans ces sujets fiscaux, financiers, immobiliers, dans la gestion de patrimoine au sens large. Et on a une appétence surtout sur les sujets auto-entrepreneur parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de lancer son business. Euh, donc voilà, c'est gratuit. Prenez un max d'informations. N'hésitez pas à nous couper si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà, ce qui nous lie toutes les trois, alors au-delà des sujets fiscaux, c'est des sujets pas très sexy, mais ça nous lie quand même, c'est le club des entrepreneuses. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de vous y voir à un moment donné, si jamais ça vous dit de créer un petit réseau féminin. J'ai créé moi une association qui s'appelle donc le Club des entrepreneuses d'Aix-en-Provence il y a peu. Et donc, c'est que pour les femmes. Donc, je suis désolée pour les garçons qui participent à ce webinaire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se créer un petit réseau féminin, potentiellement aussi des clients, une patientèle. Alors, je ne sais pas si vous appelez ça des clients ou une patientèle. Voilà, mais en tout cas, on aura peut-être besoin de vous aussi. Nous, on a besoin, nous, sur des sujets fiscaux, mais peut-être qu'on aura besoin de diététiciens ou de diététiciennes sur vos domaines d'expertise. Donc voilà. Et je m'appelle Amanda. J'ai un cursus, je vous fais un petit topo, cursus très économique. Et moi, j'anime surtout des sujets plutôt financiers. Je travaille de concert avec Iris dans un cabinet indépendant qui s'appelle le cabinet Spartum. Et on connaît Carla depuis de nombreuses années. On s'est retrouvés dans le cadre du club. Et voilà, je leur laisse la parole pour qu'elles puissent se présenter également. Donc, bonsoir à tous. De mon côté, je m'appelle Iris, j'ai 24 ans. J'ai au niveau de mon cursus un master en ingénierie de la finance immobilière. Donc, d'abord une sensibilité plutôt immobilière qui s'est annoncée et ensuite qui s'est vite réorientée également sur la fiscalité et le financier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ingénieure patrimoniale. J'ai également une sensibilité à la formation par mon histoire familiale. J'ai une maman qui est prof. Donc, rapidement, s'est annoncé mon envie de former. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai monté une auto-entreprise en ce sens. Voilà. Et comme vous l'avez dit, Amanda, je travaille également avec elle au cabinet Spartou. Et pour finir, donc moi c'est Carla. J'ai monté mon cabinet donc d'affaires Patrivia il y a peu et je travaille avec les filles sur différents sujets donc je suis spécialisée donc dans tout ce qui est conseil en investissement, en fiscalité. J'ai une formation qui est ultra juridique de base. J'ai fait master 2 droit. Donc voilà, j'ai vraiment cette spécialisation. Iris, Hop, peut-être tu peux oui, changer la ça page. va passer. Hop, je vais faire comme ça. Donc, on a travaillé pour vous, les filles, pour essayer de vous proposer quelque chose. Alors, il y a Alessia qui est spécialisée dans la com. Alessia, tu as le droit de nous faire un petit retour critique après. Ah, voilà. On Non, a mais fait des écoutez, petits jeux de mots, voilà, pour envisager le programme de ce soir, notre ah, menu. c'est génial. Bravo les filles, c'est top. Bravo. Voilà. Donc, votre sujet, surtout, pour la plupart, on pense. On va essayer de faire un truc un peu dynamique, hein, donc, si vous voulez interagir, n'hésitez pas. On va faire un tour d'horizon très généraliste parce qu'on est des spécialistes de la généralité, en réalité. On sait que vous êtes pour la plupart libéral. Et donc, alors attendez, je change juste de côté. Et que les sujets fiscaux, impôts, URSSAF, c'est pas du tout votre truc. Donc, on s'est dit, OK, on démarre. Qu'est-ce qu'il nous faut?
Alors, donc, sur la première partie, je vais vous expliquer un peu, donc, comme le disait Amanda, quel est l'accompagnement juridique et fiscal dont j'ai besoin quand je me lance. Donc, la première partie, c'est vraiment quand je lance mon activité. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et peut-être, les filles, vous me dites si jamais vous voyez des questions passer. N'hésitez pas à m'interrompre parce que là, moi, je parle un peu de choses. Il faut lancer. Alors, donc, on va commencer par la structure juridique. Donc, pour faire simple, on a essayé de schématiser, mais il y existe trois grandes familles de statuts juridiques sur lesquels vous pouvez exercer votre activité. La première, c'est certainement celle que vous connaissez peut-être toutes, tous. C'est la micro-entreprise, donc l'auto-entreprise. C'est un abus de langage, mais ça s'appelle comme ça. La seconde, c'est l'entreprise individuelle. Et la troisième, c'est la société. Donc, au niveau de la micro-entreprise, l'auto-entreprise, c'est en règle générale, effectivement, on va l'utiliser au début, aux prémices de notre activité, pour se lancer, parce qu'il n'y a pas de risque, parce que c'est pour un chiffre d'affaires qui ne va pas dépasser 77 700 euros. Il y a très, très peu de coûts de création, de coûts de gestion annuels. Donc, en fait, on prend quasiment aucun risque hein, à en créer une. Les déclarations, elles sont simplifiées puisque vous faites directement la déclaration sur votre espace auto-entrepreneur. Il n'y a pas besoin de prendre un comptable que vous payez tous les mois pour vous faire votre comptabilité. Par contre, bah, forcément, point un peu inconvénient, c'est qu'on ne peut pas venir faire de déduction de charges. Donc, si vous avez, si dans votre activité, vous exercez dans un local, vous ne pouvez pas déduire le loyer. Si vous avez des rétros, vous ne pouvez pas les déduire non plus. Et troisième, on va dire, très, très gros avantage, c'est le prélèvement forfaitaire libératoire, qui est en fait un petit pourcentage qui est prélevé en supplément quand vous faites votre déclaration URSSAF, donc c'est 2,2%. Mais par contre, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu au moment où vous faites votre déclaration. Vous payez, l'impôt, il est déjà prélevé au moment où vous faites votre déclaration URSSAF. Et donc 2,2%, quasiment personne n'est à ce pourcentage-là. Donc, ça veut dire que, pareil, c'est en règle générale beaucoup plus avantageux. Donc, la deuxième forme, c'est l'entreprise individuelle. Là, ça va être, on va dire, la forme intermédiaire en règle générale, puisque c'est souvent quand on dépasse les 77 700 euros, on va penser à cette solution. Ici, il n'y a pas de limitation au niveau du chiffre d'affaires, donc vous pouvez faire le chiffre d'affaires que vous voulez. Pareil, on n'a pas de gros coûts de création, on n'a pas de rédaction statut à faire avec un cabinet d'avocat ou autre. Par contre, là, on fait une compta, donc on va payer un comptable, forcément. Mais qui dit comptable dit déduction de charges. Donc, OK, je paye le comptable, mais je peux déduire l'ensemble de mes charges. Et là, ça peut devenir intéressant si vous avez un loyer à payer, des rétros d'honoraires, une voiture de fonction, etc., etc. Là, par contre, forcément, on ne peut pas tout avoir. Le résultat imposable à la fin, donc actif moins passif, on arrive au résultat donc, final. Ce résultat-là, il sera imposable à l'impôt sur le revenu. Forcément, on ne peut pas tout avoir. Et dernière forme, donc ça va être la forme la plus avancée, on va dire, c'est la forme sociétaire. Donc, dans ce cas-là, pareil, il n'y a pas de limitation de chiffre d'affaires, mais par contre, les coûts de création sont beaucoup plus onéreux puisqu'il va falloir, en règle générale, avoir affaire à un cabinet qui va vous faire une rédaction de statut, etc. On va faire pareil, une véritable comptabilité avec déduction de charges, donc ça, c'est OK, c'est pareil. Mais petit inconvénient, c'est que là, l'argent va rentrer dans la personne morale que vous allez créer, donc dans la société. Il appartiendra à la société. Il n'appartient plus à vous en tant que personne, il appartient à la structure. Donc, si vous voulez récupérer l'argent, il faut soit vous verser des salaires, soit vous verser des dividendes. Mais forcément, vous ne pouvez pas juste récupérer l'argent de la société, il ne vous appartient pas à part entière. Donc, encore une fois, c'est un peu plus différent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tout évoquer, on a brièvement évoqué les différences, mais on va se concentrer vraiment sur la micro-entreprise. Et si jamais vous avez des questions sur les autres statuts, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire. On va vous envoyer de toute façon cette présentation avec nos coordonnées. Vous pourrez nous recontacter après.
Alors moi, j'ai juste peut-être une petite question pour savoir quel serait éventuellement le statut des personnes qui sont présentes ici. Est-ce que si vous voulez répondre dans le chat ou prendre le micro, avec plaisir. Est-ce que vous êtes toutes et tous pour la plupart déjà en auto-entreprise ou pas? Est-ce que vous êtes passé en société? Est-ce que vous êtes en entreprise individuelle? Je suis en SASU. Ok, très intéressant. Ok. Auto-entreprise en cours de création. Ok. Est-ce que ça se passe bien, Marine, la création? Auto-entreprise aussi. D'accord, ok. Ok. Oui, Ok, donc il y a une majorité ouais. d'auto-entreprises pour l'instant. Ok, un peu galère de... On comprend. On est là pour ça. On est là pour ça, tout à fait. Peut-être Mi- pour Laurent, je crois qu'il y a en SASU, si jamais il y a des sujets qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, puisque bah, la société, ce n'est pas le sujet du jour. Mais si jamais il y a des questions, n'hésite pas, hein, vraiment, on se met à ta pleine disposition après le webinaire. Iris, je te laisse la main. Peut-être pour la suite. Du coup, donc on a déjà eu la chance et l'occasion d'échanger avec certains d'entre vous qui étaient pour leur part en micro-entreprise. Et il y a trois grandes thématiques qui sont beaucoup revenues et pas des moindres. Donc, au niveau de l'URSSAF, quel est votre taux de cotisation? Au niveau des impôts, quel est le régime fiscal auquel vous pouvez être soumis? Et au niveau de la TVA, savoir si vous collectez ou non. Donc, première étape, hop, il faut que je glisse. Première étape au niveau de l'URSSAF. Donc, de la même façon qu'un salarié va cotiser, en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes également soumis à des cotisations de l'URSSAF. Très brièvement, à quoi ça correspond? En grande partie, vos cotisations de l'URSSAF correspondent à vos cotisations pour le régime des retraites et pour la sécurité sociale. Pour pouvoir déterminer votre taux de cotisation, il faut d'abord pouvoir déterminer votre catégorie d'activité, celle que vous exercez au sein de votre auto-entreprise. Donc là, on a vraiment fait un exemple très ciblé pour vous, les diététiciens. Dans votre cas, vous faites donc de la prestation de service en BNC, bénéfices non commerciaux. Plus vulgairement, on appelle ça les professions de l'esprit, donc les médecins, les avocats, quoi qu'il en soit, les statuts libéraux. Au sein de cette catégorie des bénéfices non commerciaux, vous correspondez à la sous-catégorie des professions libérales réglementées. Et de cette catégorie, le taux de cotisation URSSAF est de 21,20%. Donc, naturellement, c'est à l'occasion de votre déclaration que vous allez être prélevé et donc cotiser votre URSSAF. Cette déclaration, elle se fait, je pense que vous le savez pour ceux qui sont déjà en auto-entreprise, par l'intermédiaire de votre espace auto-entrepreneur et en fonction de la périodicité de votre choix, donc soit mensuel, soit trimestriel. Carla, je ne sais pas si tu vois. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Alors déjà, est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour vous? Si vous pouvez nous mettre ou si vous avez déjà des questions sur ce qu'on a dit. Déjà, peut-être un peu technique. N'hésitez pas à réactiver les micros ou effectivement à utiliser le chat. Chat, Ça viendra peut-être plus tard. oui, c'est clair. Ok, Ok. super. Merci, Mel. Ok. Alors donc au niveau impôt, donc quel va être le régime fiscal? Donc quand on est en micro-entreprise, il va y avoir deux options. La première, ce dont on a parlé un peu tout à l'heure, c'est le prélèvement forfaitaire libératoire, donc de 2,2% dans votre cas. Ce n'est pas toujours le même en fonction de l'activité qu'on crée. Euh, Ce taux-là, il est unique. Il est prélevé au moment de la déclaration URSSAF. C'est simple. Mais c'est soumis à des conditions d'éligibilité. Pas tout le monde est éligible. Notamment, on va étudier vos revenus fiscaux de référence des années N-1, N-2. Donc, si vous n'y avez pas droit, dans ce cas-là, le chiffre d'affaires, il va être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après un abattement de 34%. Hop. Ouais. Je crois qu'il y avait... Voilà. Donc, juste, ça, c'est le régime du barème de l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez, on est taxé au niveau des impôts au fur et à mesure de nos revenus. Donc, de 0 à 11 000, je ne suis pas taxée, c'est, on va dire, gratuit. De 11 000 à 28 000, je suis taxée à 11%. De 28 000 à 82 000, je suis taxée à 30%. Bien sûr,
à tous ces chiffres vont venir s'ajouter si vous avez des enfants, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, si vous êtes divorcé, si vous êtes... Enfin, il y a plein de paramètres qui viennent s'ajouter, mais grossièrement, déjà, pour une personne célibataire, ça peut aider. Donc, forcément, vous voyez qu'on est vite plus que 2,2%. C'est toujours plus intéressant, quasiment toujours plus, le prélèvement forfaitaire libératoire, mais des fois, on n'a pas le choix. Au niveau des chiffres, pour vous expliquer brièvement, si par exemple, vous avez un chiffre d'affaires de 50 000 euros, 34% de 50 000, ça fait 17 000 euros d'abattement. Vous allez venir appliquer ce barème d'impôt sur le revenu uniquement sur 33 000 euros. Il y a uniquement cette partie-là qui va être soumise à l'impôt. Ça vous fera donc 3 494 d'impôt sur le revenu. Ça, c'est pour situation célibataire sans enfant. Du coup, dernier thème, au niveau de la TVA, donc savoir si vous collectez ou non. Généralement, en auto-entreprise, on ne sait pas toujours si on est soumis à la collecte et du coup au reversement de la TVA. Et si jamais on le sait, on ne sait jamais jusqu'à quand. Donc, on vous a mis les 3 régimes, vous allez voir, qui correspondent à plusieurs situations. Le premier, c'est celui de la franchise en base de TVA. Dans ce régime-là, vous ne collectez pas de TVA et donc vous ne déclarez pas. Vous êtes donc exonéré de la collecte de TVA. Ce régime, il est applicable jusqu'à ce que vous réalisiez un chiffre d'affaires hors taxe, du coup, supérieur à 36 800 euros. Et vous allez avoir une marge de manœuvre qui va être accordée jusqu'à 39 100 euros. Vous l'aurez donc compris, jusqu'à à peu près 40 000 euros, vous n'allez pas être soumis et vous allez facturer hors taxe. Une fois que vous avez dépassé ces plafonds-là, ça y est, vous collectez la TVA et vous facturez TTC et donc vous allez penser hors taxe. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le régime réel simplifié, vous devenez organisme collecteur et donc là, vous allez facturer TTC vos clients. Ce régime-là, il est applicable sur le chiffre d'affaires qui est compris entre 36 800 euros et le chiffre d'affaires qui va jusqu'à 254 000 euros. Donc là, vous l'aurez compris, si jamais vous dépassez les plafonds du régime de franchise en base, vous allez pour la plupart rester pendant quelques temps sur le régime réel simplifié. Sachez qu'une fois que vous collectez la TVA et que donc vous allez la déclarer, vous allez acheter vos achats pour votre entreprise, par exemple le matériel de diététicien, etc. Tout ça, vous allez l'acheter hors taxe. Donc, vous penserez désormais hors taxe. Le régime réel simplifié, on dit qu'il est simplifié parce que dans ce cas-là, vous allez faire une déclaration sur uniquement 2 échéances, donc uniquement 2 fois dans l'année. Et ensuite, annuellement, vous aurez une régularisation. Donc, on fera ce que vous avez collecté, pardon, et ce que vous avez reversé. Et en fonction, soit vous aurez trop versé, donc on aura un crédit de TVA, soit vous n'aurez pas assez versé. Et dans ce cas-là, vous devrez reverser le delta. Dernier régime où je vais être assez succincte, le régime réel normal. Ici, rien ne change. Vous collectez toujours la TVA. La seule chose qui change, c'est que vous allez la reverser mensuellement. Et donc là, on n'est plus sur 2 échéances annuelles. Alors, juste, je crois qu'il y a une question dans le chat. Alors, Donc, je me suis enregistrée sur l'URSSAF sans le versement forfaitaire libératoire. Je ne savais pas ce que c'était. Est-ce possible de faire le changement et de l'ajouter mensuellement? Alors oui, c'est possible. Par contre, ça ne se fait pas quand on le souhaite, malheureusement. Donc là, pour cet exercice fiscal, je ne pense pas que ce soit possible, puisqu'en principe, il me semble, mais ce sera confirmé, mais il me semble qu'on doit effectuer la demande au maximum le 30 septembre pour c'est ça. l'année suivante. Donc, par contre, tu pourras certainement le faire pour l'année d'après. Mais ça, il n'y a pas de souci. Et il faut remplir en fait un formulaire pour le faire. Donc, si tu as besoin pour ces démarches-là, n'hésite pas. Par contre, ça peut être peut-être intéressant de simuler, de calculer pour savoir si tu es bien éligible à ces conditions. Tout à fait. Avant, bien sûr. Alors, un petit exemple chiffré pour que vous arriviez à comprendre ce que vous ont dit un petit peu les filles. Donc, si je pars sur une petite simulation, donc j'ai eu un chiffre d'affaires TTC de 50 000 euros cette année. Je dois déduire ma TVA qui est à 20%, mon URSSAF donc à 21,20% et mon PFL, mon prélèvement forfaitaire libératoire à 2,2%. Donc, comment ça se traduit? Donc, je fais mes 50 000 fois 0,2, j'ai donc 10 000 euros de TVA que je déduis, donc je suis à 40 000 euros
hors taxe de chiffre d'affaires. Ces 40 000-là donc, sont soumis à l'URSSAF et au PFL. Donc, le total fait 9 320 euros. Donc, mon résultat net est de 30 640 euros à l'année. Si jamais je le lisse sur 12 mois, je finis finalement avec un salaire plutôt pas mal à 2 553 euros net dans notre poche. Alors attention pour certaines, pour certains, si vous avez déjà, enfin si c'est un petit peu nébuleux pour vous et vous vous êtes toujours dit en fait je sais même pas combien j'ai net dans ma poche, si vous voulez faire ce calcul-là, surtout il faut déduire d'abord la TVA puis ensuite l'URSSAF. Voilà, c'est important. Est-ce que ça va? Peut-être, oui, voir si sur la partie 1, tout est OK. Est-ce que c'était relativement clair? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Et du Ouais. coup, pour répondre à... alors, je ne connais pas le nom, il y a juste écrit CD. Euh, pour la simulation et le document, la simulation, en fait, c'est des simulations qu'on fait. Enfin, il n'y a pas de simulateur préétabli. C'est nous, personnes physiques professionnelles, qui pouvons les faire. Si jamais tu as besoin, on t'envoie nos coordonnées de toute façon à la fin de la réunion. Donc, tu pourras nous contacter pour qu'on puisse t'aider là-dessus. Moi, j'ai une question, les filles. Euh, Est-ce qu'on est obligé sur nos factures, de mettre la TVA en tant qu'auto-entrepreneur? C'était une Alors, question que j'ai entendue aussi. Alors ça, je vais peut-être revenir du coup sur ce que je ouais, Je disais. crois qu'on l'avait en question, non? Non, je ne sais plus si on l'avait en question. Oui, Marion, ouais, non. Je sais plus. non, c'était pas une... Du coup, c'est ce que j'expliquais là. En auto-entrepreneur, tant que tu dépasses pas ce plafond-là jusqu'à 40 000 euros, donc 39 100 euros, tu ne collectes pas la TVA, donc tu factures hors taxe. C'est Ok, qu'une fois que tu auras dépassé ces plafonds-là, que tu viendras à facturer la TVA, enfin à collecter la TVA, donc à facturer en TTC. tout à fait. Ok, Oh, je crois Est-ce que que ça ok, répond ça aussi à marche. la question de Adeline, peut-être. alors, Alors, Ouais, alors, il me semble que notre profession est censée de TVA. Alors, je pense que ça dépend de ton statut, pas forcément de la profession. Et effectivement, si certainement que si tu es en auto-entreprise, tu as dû opter pour la franchise en base, ce qui est logique puisque tu débutes en activité, donc tu ne sais pas encore combien de chiffre d'affaires tu feras. Puis en plus, il y a une tolérance, donc tu peux avoir une année supplémentaire, quoi. la TVA collectée est en fonction de N-1. Tout à fait. Tout à Car fait. pour l'année en cours, on ne sait pas. Il faut clôturer le chiffre d'affaires. Et c'est une fois la clôture que les plafonds sont calculés. ça doit être là. Ouais, c'est ça. Alors, Euh, ensuite, il y avait plusieurs questions. ouais. Donc, en fait, la micro n'est rentable que si on a moins de 34% de charges. Alors, finalement, la micro et l'entreprise individuelle, effectivement, c'est un peu le même principe, puisque il n'y a pas de déduction de charges. C'est effectivement si vous avez plus que 34%, donc admettons 50%, c'est les fourchettes moyennes. Si vous avez vous avez à peu près 50% de charges, dans ce cas-là, ça va devenir intéressant d'étudier soit l'entreprise individuelle au barème réel, soit la société. Donc, comme je l'ai vu passer, SASU, CLRLU, enfin, toutes les formes sociales sociétaires. Tac. Après, j'ai créé mon auto-entreprise en janvier. J'ai coché le versement libératoire, mais peut-être que je ne suis pas éligible comme il s'agit de ma première année. Alors, pour savoir si on est éligible, en fait, il ne se base pas du tout sur le chiffre d'affaires prévisionnel, puisqu'on ne peut pas savoir le chiffre d'affaires qu'on va faire. On va se baser sur vos revenus déclarés de l'année N-1, N-2. Donc, si vous créez cette... Donc là, l'activité a été créée en 2024. On va se baser sur les revenus 2023-2022. Donc, pour ça, il faudrait que je regarde tes déclarations d'impôts des années précédentes pour t'en dire plus. En Euh, SASU, les barèmes sont différents. Oui, tout à fait. Alors là, de toute façon, les thématiques que nous, on aborde, notamment sur l'impôt, la TVA, etc., c'est uniquement pour l'auto-entrepreneur pour l'instant. Après, sur les autres structures, effectivement, les barèmes, les taux de cotisation sont différents. Tout à fait. Ça, j'ai vu d'autres questions. Euh, Ah.
Ah oui, je me suis inscrite, je ne savais pas si j'étais éligible. Alors non, on ne te le refuse pas puisqu'en fait c'est une déclaration. Au moment où tu t'inscris, tu vas déclarer que tu souhaites opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Mais c'est pas, eux, ils vérifient rien. L'URSSAF et les impôts, c'est deux choses, deux systèmes complètement abstraits et différents. Ils ne se consultent absolument pas. Par contre, bah, pareil, pour vérifier en fait ton éligibilité, il suffit de regarder les années précédentes, donc N-2, N-1. Au niveau des impôts, je sais, on mélange un peu les sujets. Voilà, et dans ces cas-là, si jamais tu n'y étais pas éligible, il faudra faire une rectificative au niveau de ta déclaration d'impôt. Bah, à la fin de enfin, l'année suivante, où on va venir en fait déclarer d'une manière différente, même si tu avais pris l'option pour pas que tu payes deux fois les impôts. Donc, à la fois sur les 2,2% que tu as déjà payé, plus la bonne manière de se déclarer. Mais dans ce cas-là, bah, pareil, il faut faire une rectificative, n'hésite pas. Et après. Je crois qu'on a la question sur la collaboration et la rétrocession. Ok. Si on est en collaboration, est-ce que la rétrocession est considérée comme une charge potentiellement déductible? Alors, cette question, si ça vous embête pas, on la abordera. fera peut-être après dans la foire aux questions. On l'avait préparée en fait pour y répondre. Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Bon, de toute façon, là, on va poursuivre sur la partie 2, mais rien ne vous empêche. Après, on a mis un temps de questions-réponses, donc on répondra à toutes les questions si jamais de nouvelles se présentent. Alors, la partie 2, Carla, c'est toi, tu lances ou c'était moi? Yes. Yes, c'est pareil. Donc là, dans cette partie 2, on va aborder je développe mon activité, donc ça y est, elle fonctionne, c'est établi, j'ai mes chiffres, je sais que ça marche. Comment je vais pouvoir me constituer un patrimoine? Comment je vais pouvoir répondre à mes objectifs? Donc, la première question qu'on va se poser, c'est, bon, OK, comment j'investis? Il y a trois points à avoir et à maîtriser. La première, c'est maîtriser son environnement. Donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué plus en amont. Maîtriser son environnement juridique et fiscal. Ensuite, deuxième étape, je vais déterminer mes objectifs. Moi, en tant que personne physique, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Quels sont mes projets? Est-ce que je veux partir faire le tour du monde dans 2 ans ou est-ce que je suis ultra stressée, je veux déjà préparer ma retraite? Ça dépend de chacun. Et troisièmement, du coup, c'est adapter son investissement. Un investissement n'est un bon investissement que s'il est adapté à ma situation et à mes objectifs. Donc, la première partie, donc, c'est effectivement maîtriser le cadre juridique et fiscal. Et ça, même si on a compris son statut, comment on fonctionne, il faut le maîtriser tout au long de la vie et de ses affaires. Tout à fait. Sur les pans, donc tant juridiques que fiscaux. Donc au niveau juridique, bah, ça peut être, alors il y a des milliers de choses qui peuvent être abordées, hein, bien sûr, mais principalement, bah, ça va être le choix donc, de ma structure juridique. Est-ce qu'elle est bien adaptée à ma situation, à mes objectifs, à mes projets? Est-ce qu'elle me permet d'investir sereinement? Au niveau retraite, prévoyance, est-ce que c'est un sujet pour moi? On a des fois, bah, on peut rencontrer des clients qui nous disent, moi, franchement, la retraite, j'y crois pas du tout. Voilà, donc je n'ai aucun espoir là-dessus. Donc moi, je m'en fous de cotiser. Je veux juste me créer, moi, mon parc IMO, avoir mes loyers qui rentrent et en bénéficier plus tard. Ok, c'est un choix. Comme on va avoir des clients qui vont vouloir absolument avoir une rémunération bien spécifique pour préparer sa retraite. Euh, et est-ce que mon statut social est aussi adapté? Si par exemple, je suis quelqu'un, j'ai une maladie chronique, je sais que j'ai des problèmes de santé, ben, il faut que mon statut social aussi me permette de garantir que si un jour j'ai un accident, j'ai quoi que ce soit, je sois couverte et que je ne sois pas mal prise en charge à ce niveau-là. Euh, et pareil, au niveau fiscal, ça va être maîtrise de la pression fiscale si c'est un sujet. On peut donner un exemple, mais demain, vous êtes marié ou vous vous mariez avec un neurochirurgien qui gagne 250 000 € annuels, ben, forcément, vous allez être taxé à 45%. Donc le sujet fiscal va être très, très, très important pour vous. Dans ce cas-là, si vous allez vouloir faire des investissements, il va falloir maîtriser ce côté-là et aussi adapter tout au long de votre vie les prélèvements à la source, les acomptes. C'est très important, mais ça évite en fait d'avoir des redressements fiscaux à la fin de l'année et de se retrouver septembre, octobre, novembre, décembre à payer 1 000 € par mois, par exemple. Ça, il vaut mieux l'anticiper.
Alors, donc là, on est parti un petit peu plus loin, d'accord? C'est vraiment une ouverture un petit peu sur votre potentiel suite. Créer son patrimoine, forcément. Alors, quand on dit patrimoine, c'est pas forcément le mot que vous imaginez au sens d'avoir un parc immobilier avec des villas qui coûtent 3 millions d'euros. Nous, on est jeunes, donc on pense patrimoine déjà potentiellement à la sortie des études, hein. Comment je crée la suite. Donc, j'ai mon business. Je vis de mon rêve. Voilà, je suis diététicienne, j'ai toujours voulu faire ça. Ça roule, j'ai des clients, je commence à avoir un salaire, un petit roulement tous les mois. J'ai un salaire assez conséquent et j'ai envie d'épargner. OK. Qu'est-ce qui se présente à moi? La banque. Je mets de côté tous les mois sur un livret A, il y a plein de moyens d'épargne au sein de la banque. Et puis, il y en a d'autres que vous voyez là. Donc, le contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation, le plan d'épargne retraite et le plan d'épargne action. Alors, c'est des exemples. Nous, on va faire un petit focus sur les contrats d'assurance vie, plan d'épargne retraite, puisque c'est certainement des sujets qui vont faire écho chez vous. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà, peut-être des contrats d'assurance vie, si vous voulez nous répondre par oui ou par non, si vous connaissez ou pas. Donc, je ne sais pas si... Ah non, après, c'est l'exemple. Donc, petit focus. Donc, contrat d'assurance vie. À la différence, par exemple, d'un livret A. Oui, voilà, parfait, Coralie. À la différence d'un livret A ou d'un autre compte en banque, le contrat d'assurance vie est, lui, flexible, au même titre qu'un compte épargne. Par contre, Iris, est-ce que tu peux venir, pardon, juste à la slide d'avant Ah, pardon. Ça, je fais le parallèle entre plan d'épargne. Voilà. Donc, c'est un contrat qui est assez flexible. Ça nous permet de mettre de l'argent de côté. Par contre, à la différence d'un livret A, c'est qu'on est sur une vision longue. Voilà. On essaie d'épargner sur 3, 5, 10 ans. OK? C'est notre argent. On en dispose autant quand on veut. On peut le récupérer notamment pour des projets futurs, hein, projet bébé qui arrive, un mariage, un souhait d'achat d'une résidence principale, d'un immobilier locatif, Iris reviendra dessus. À la différence, le plan d'épargne retraite, lui, c'est comme Carla le disait, on focus sur la retraite, on ne croit pas à la retraite, on veut mettre de côté au maximum pour récupérer cet argent-là en rente à terme ou potentiellement récupérer le capital qu'on a mis une vie à mettre de côté. Alors, la différence entre les deux, forcément, il y a toujours le sujet fiscal, hein, comme le disait Carla, ça intervient dans tous les domaines. Le contrat d'assurance vie, c'est votre argent, c'est-à-dire que vous l'avez gagné. Il n'y a pas de sujet quand vous décidez de placer sur un contrat d'assurance vie, l'alimenter par exemple à hauteur de 100 euros par mois, il n'y a pas de sujet. Ça dort pendant 3 ans, 4 ans. Le jour où vous décidez de récupérer cet argent-là, vous avez potentiellement gagné un petit peu d'argent puisque votre contrat, l'objectif, c'est qu'il fasse un petit rendement. Vous allez être fiscalisé que sur le rendement. Le plan d'épargne retraite, c'est une déduction fiscale sur les versements. Donc, par exemple, je fais 50 000 à l'année, je veux un petit peu diminuer mon impôt, donc je vais mettre 10 000 euros sur mon plan d'épargne retraite et finalement, mon impôt va se calculer uniquement sur les 40 000 restants. Par contre, le jour où je récupère cet argent-là, je serai fiscalisé à la sortie. Donc, quand je serai plus vieux, ça peut être intéressant puisque j'aurai potentiellement changé de marge d'imposition et donc, au lieu de payer 30% maintenant sur les 10 000 que j'avais sur mon assiette fiscale, là, je vais payer 11% quand j'aurai plus de revenus et que je serai un petit peu vieux. Voilà, le contrat d'assurance vie aussi, l'avantage, c'est surtout aussi l'aspect successoral, puisqu'on a la possibilité de donner un bon montant à ses enfants sans payer de frais de donation. Pour que ce soit un petit peu plus clair, j'ai préparé un petit exemple pour vous. Donc, imaginons, je suis bien, ça y est, j'ai 2 ans d'activité, j'ai réussi à mettre 15-20 000 euros de côté et je me dis, bon, ça ne me sert pas à grand-chose d'avoir autant, puisque les coûts durs de la vie, par exemple, la voiture qui lâche, ça va être 2-3 000 euros, pas plus. Je vais mettre 10 000 euros que je vais essayer de dormir, parce que j'ai 25 ans. Moi, le sujet immobilier, ça interviendra plutôt vers l'âge de 30 ans. Donc là, j'ai 5 ans, mon argent peut dormir et il peut fructifier. Donc, je mets 10 000 euros sur un contrat d'assurance vie. Tous les mois, je mets 100 euros sur une durée de 5 ans. Quel est l'impact? Donc, on regarde, je vous ai entouré des petits chiffres. Vous avez finalement, vous, capitalisé de votre poche 15 000 euros, donc avec les 10 000 de départ et les 100 euros par mois pendant 5 ans, 15 000 euros, voilà. Vous avez, à la fin des 5 ans,
gagner, enfin, vous avez 18 000 euros. Et en fait, sur ces 18 000 euros, vous avez la différence entre les 15 et les 18 000 euros. C'est les 2 800 euros qui sont un gain. Donc, c'est-à-dire que sur ce contrat-là, et en faisant les simulations, en fait, j'ai apposé une petite rentabilité à hauteur de 4%. Le livret A, c'est 2, 3. On a essayé de tabler au-dessus, puisqu'en fait, c'est l'avantage avec l'assurance vie, c'est qu'on peut tabler très, très haut en fonction de notre profil de risque. Là, on est sur un contrat qui est très, très safe. Mais en 5 ans, notre argent dormait et on se fait 2 800 euros. Plutôt cool. C'est quand même un voyage un petit peu loin. Ou un investissement immobilier. Ou un Je investissement immobilier, parce que du coup, nous avons 18 000 euros et ça peut être un apport, Iris, pour... un investissement immobilier. Est-ce que par contre, entre-temps, là, il y a eu de nouvelles questions Ah. éventuellement sur ce que vient d'évoquer Amanda ou sur ce que vous connaissez de manière générale sur le financier? Est-ce que vous avez des questions? Mon Mon contrat contrat d'assurance d'assurance vie ne me fait pas gagner Ah, autant. Oui. alors ça, c'est à retravailler, Laurent. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. C'est avec le banquier ou c'est avec un cabinet indépendant? La banque. Eh ben voilà, parce que la banque, ils sont pas très rigoureux et donc ils ne font pas d'écrêtage. C'est quoi l'écrêtage? C'est simplement quand il y a un fonds qui ne fonctionne pas du tout, qui est complètement en train de se casser la figure, il s'agirait de réinvestir sur un autre fonds qui pourrait te faire gagner plus d'argent afin de justement rester sur un équilibre qui soit intéressant pour toi et qui corresponde à tes objectifs aussi à terme. Il y a un autre pan également, c'est que dans un cabinet de gestion de patrimoine, on a quand même un large choix sur les fonds d'investissement qu'on va mettre dans vos portefeuilles, ce qui n'est pas forcément le cas en banque. En gestion de patrimoine, on sort des standards bancaires, pardon, et on s'offre plus de possibilités d'avoir un portefeuille sur mesure. Tout à fait. Enfin, alors moi, pour moi, je peux vous en parler très clairement parce que mon mari est banquier. Donc, je sais de quoi je parle. On en parle souvent, hein, c'est le grand débat à la maison. Mais donc, il est banquier et en fait, ce qui m'explique très clairement, c'est que quand un client vient déposer 3 millions chez lui, il va en banque privée. Donc, en banque privée, il a la possibilité d'avoir plein de contrats différents. Par contre, quand on est en banque classique, donc on est comme nous, quoi, certainement, je pense, comme un peu tous et tous. Forcément, il n'y a pas les mêmes fonds. On va être sur des fonds maison, donc les fonds caisse d'épargne, BNP, etc. Et effectivement, il n'y a pas le même rapport, surtout dans la conjoncture actuelle, qui est un peu complexe. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Non, après, oui, c'est bon. J'ai pas l'impression. OK. Donc, comme vous disait Amanda, une fois que votre contrat d'assurance vie a bien fonctionné, selon vos objectifs, encore une fois, ça peut faire l'objet d'un voyage ou d'autres projets, mais aussi d'un potentiel apport pour un investissement immobilier. Pour introduire cette partie-là et ce domaine d'investissement, je vais revenir à ce que vous expliquez, Carla, notamment sur la maîtrise du cadre fiscal, qui est quelque chose de très important quand vous allez avoir un nouveau projet d'investissement. Ici, pour déterminer un investissement immobilier, en fait, hormis la résidence principale, chaque investissement immobilier est toujours rattaché à un dispositif fiscal. Donc, vous l'aurez compris, en fonction de votre situation juridique, donc ça peut être la situation matrimoniale, la situation sociétaire, parce qu'une société peut aussi investir dans l'immobilier, et en fonction de votre situation fiscale, est-ce que j'ai beaucoup d'impôts à traiter? Est-ce que finalement je maîtrise relativement mon impôt et donc je n'ai pas besoin de venir le traiter? En fonction de toutes ces données-là qui changent tout au long de votre vie, on va venir déterminer l'investissement sur mesure et celui qui va donc être le bon investissement. Dans l'immobilier, il existe, donc hormis résidence principale, hein, je le redis, deux grands domaines d'investissement. Il y a les investissements à dispositif de défiscalisation, où là, on va véritablement venir, au-delà d'investir dans l'immobilier, traiter la pression fiscale. Donc, ça s'adresse en fonction toujours de la situation, hein. Ça s'adresse à des foyers, notamment, je prends l'exemple du monument historique, où là, on dépasse, par exemple, les 10 000 euros d'impôts. Il y a également celui que vous devez tous connaître et dont on entend très souvent parler, l'investissement Pinel. Chacun des dispositifs a sa particularité et convient donc à une situation et un traitement fiscal bien distincts. Au-delà de ces investissements à dispositif de défiscalisation, il existe une deuxième grande famille, l'investissement locatif, où là, si jamais, par exemple, j'ai 2 000 euros d'impôts, il va être quand même
relativement compliqué de traiter 2 000 euros d'impôt avec un investissement immobilier. Évidemment, ça dépend de chaque situation, mais en général, c'est assez compliqué. Dans ce cas-là, on va plus venir s'orienter vers un investissement locatif où on va chercher de la rentabilité et donc du revenu complémentaire. Ici, on est plus sur la constitution ou la valorisation du patrimoine. Et dans ce cas-là, il existe notamment deux grandes familles parmi d'autres. Là, j'en ai mis deux parce que c'est les plus connus, la location meublée et la location nue. Avant de passer à ça, est-ce que certains d'entre vous ont déjà un investissement immobilier? Est-ce que location nue, location meublée, ça vous parle? Je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a des propriétaires, peut-être de résidence principale, mais peut-être pas de... Ouais, peut-être pas d'investissement locatif. Bon, sinon on en parlera après. Donc, j'ai choisi de faire un zoom sur l'investissement locatif. Ici, on met donc à part le traitement fiscal. Mais même si ça reste un investissement locatif, il y a toujours un régime fiscal qui est apposé. Nous, on est plutôt en faveur de la location meublée non professionnelle parce que c'est un régime fiscal qui permet d'avoir des avantages fiscaux et potentiellement, on va pouvoir exonérer les revenus locatifs d'impôts, uniquement sur les revenus locatifs. Ici, on a juste voulu très rapidement vous présenter un exemple de ce que nous, on est amené à conseiller dans le cas d'un investissement locatif, parce qu'il y a souvent, on fabule aussi beaucoup sur les prix de l'immobilier, on a toujours l'impression qu'un investissement locatif, c'est pas toujours accessible, et finalement, ça peut être, alors je dis pas que c'est relativement simple, mais ça peut être accessible assez facilement. Ici, donc, c'est un immeuble très rapidement, c'était un investissement sur un petit type 2 qui était à 160 000 euros. Et donc, les frais de notaire étaient aux alentours de 12 000 euros. Ici, juste très simplement, les inspirations qu'on peut avoir sur l'intérieur. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est finalement ce qu'on vient chercher par la nature d'un investissement locatif, le revenu complémentaire qu'il va apporter. Sur ce même investissement-là, on était avec un type de location meublée sur des loyers annuels attendus, donc des objectifs de loyer entre 10 000 et 14 000 euros en fonction du mode de location. Ça, on pourra y revenir une autre fois également. Au niveau de la mensualité, puisqu'on est passé par un emprunt immobilier, on était aux alentours de 1 015 euros. Et donc, vous l'aurez compris, l'effort d'épargne en fonction du revenu était soit à investir un petit peu aux alentours de 180 euros, soit cet investissement générait un revenu complémentaire, donc un revenu supplémentaire de 150 euros par mois environ. Ici, vous l'aurez compris, on répond à un objectif qui est assez central finalement dans la vie d'un investisseur, c'est augmenter le patrimoine sans alourdir la pression fiscale et tout en la maîtrisant. Voilà, c'est le message qu'on a essayé de vous faire passer en tout cas tout au long de cette présentation. Merci pour votre attention. On espère que c'était clair et du coup, si vous êtes OK, on va répondre à vos questions. Ouais, on va peut-être commencer par répondre aux questions qu'on a eues en amont. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à nous envoyer des questions dans le chat, comme ça on les traite au fur et à mesure. On va commencer par la question de la rétrocession. Ah, ok. Tout à fait. Non? Ben, parce qu'elle a été posée dans le chat, donc je me Oui, dis, comme Ah bah oui, elle. tout à fait. elle est prioritaire. Elle est... Donc, sur cette question-là, en fait, ça va dépendre déjà de quel type de rétrocession on parle. Moi, j'en ai comptabilisé deux. N'hésite pas à me dire si jamais je me gourre totalement et c'est pas du tout ça dont tu veux parler et que tu veux parler d'autre chose. Donc, pour moi, j'en vois deux. En micro-entreprise ou en société, c'est deux cas différents. Je vais parler de la micro et vous me direz si vous avez besoin que j'évoque l'autre sujet. Donc, le premier cas, ça va être j'envoie des clients à quelqu'un, donc par exemple un kiné. Lui, il va facturer le client, mais il va me reverser une commission. Par exemple, dans ce cas-là, c'est comme une prestation d'apporteur d'affaires. Et forcément, ce montant-là doit être déclaré au sein de ma société. Je n'ai pas le choix. Même si lui fait sa déclaration, moi, je dois aussi le déclarer. Et le deuxième cas, ça va être, je travaille dans un cabinet qui me demande de reverser une partie de mes honoraires au titre notamment de l'utilisation des locaux, des machines, du nom du cabinet, etc. Souvent, c'est
Je sais que dans les cabinets, enfin, nous, on a pas mal en tant que client de kiné, et ça se passe comme ça. Quand ils sont pas associés du cabinet, forcément, pour être kiné, bah, il faut bien exercer quelque part. Donc, j'exerce là-bas, mais je dois reverser une partie de mes honoraires. Dans ce cas-là, malheureusement, en micro-entreprise, donc en auto-entreprise, je ne peux pas déduire ce montant-là. Je dois obligatoirement le déclarer. Je dois déclarer mon chiffre d'affaires total. Par contre, effectivement, si je fais une déclaration, comme on l'a vu tout à l'heure, soit en entreprise individuelle au réel, donc avec une comptabilité, ou en société, bien évidemment, je peux le déduire dans mes charges. Et c'est tout à fait l'intérêt. Donc là, c'est intéressant, effectivement, de faire des simulations si vous êtes dans ce cas pour essayer de chiffrer à combien ça vous revient en pourcentage de votre chiffre d'affaires, toutes ces rétrocessions. Ça peut vite valoir le coup de changer de statut. Alors après, il y avait, est-ce qu'on doit faire une facture pour chaque consultation, même si le patient ne l'avait pas demandé? Donc, en l'occurrence, oui, il faut toujours faire une facture. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en cas de contrôle fiscal, il faut pouvoir tout justifier. Donc, notamment les plafonds de chiffre d'affaires, de la TVA. Et puis aussi pour se préparer éventuellement à un passage à un régime de comptabilité plus complexe ou à à un autre statut sociétaire. Très bien. J'ai également, je crois, une Merci. troisième question. Doit-on assurer les locaux quand on est sous-locataire? Alors, effectivement, on distingue Ah deux oui. choses. Quand vous êtes sous-locataire au sein d'un cabinet, le bailleur, en fait, assure lui-même véritablement les quatre murs, hein, notamment, par exemple, en cas d'incendie. Si le bâtiment est victime d'un incendie, forcément, il aura son assurance. Mais au-delà de l'assurance du bailleur, vous allez devoir obligatoirement assurer votre local à vous et notamment tous les biens meubles, donc le bureau, vos instruments, etc., qu'ils contiennent. Donc effectivement, même si vous êtes sous-locataire, l'assurance est bien obligatoire. Et puis, il y avait une question, c'était le nom de mon auto-entreprise, doit-elle être différente de mon nom? Alors, c'est à votre bon vouloir, vous faites exactement comme vous le souhaitez, ça peut être votre nom, comme ça peut ne pas l'être, il n'y a pas d'obligation. Alors, après, on a d'autres questions dans le chat. Ah oui. Donc, on commence par Marine. Faut-il adhérer à une AGA? Alors, oui ou non. En fait, c'est pas une obligation. Mais, alors, déjà, Marine, je connais pas ta façon d'exercer, mais ça va être intéressant, il me semble, à vérifier de mon côté. Mais quand tu fais la déclaration au réel, donc une vraie déclaration avec un comptable, et effectivement, si tu adhères à une AGA, tu as une réduction. C'est-à-dire que tu payes un peu moins sur tout ça. Donc, ça te fait une petite réduction qui n'est pas négligeable. J'avais fait les simulations pour une cliente l'année dernière et effectivement, c'était plus intéressant pour elle. Si elle adhérait à l'AGA, au final, l'adhésion, elle comblait largement l'économie d'impôt qu'elle avait. Et les déclarations URSSAF sont-elles impactées par une activité salariale complémentaire? Alors non, ta déclaration URSSAF n'est absolument pas impactée, ça ne change absolument rien à ton taux de cotisation si tu es en micro. Par contre, ton activité salariale peut faire grimper ton revenu fiscal global et donc peut te faire basculer, si tu es en micro-entreprise, te faire basculer sous un autre régime. Donc c'est un peu le risque, quoi. En micro-entreprise, comment faire sa déclaration d'impôt? Alors, le régime de l'auto-entreprise ne change pas l'obligation déclarative, hein. Donc, en fait, même en étant en micro-entreprise, il faut faire une déclaration d'impôt sur notre espace impôt personnel. Et en fait, ce qu'il va y avoir à déclarer, ça va être le montant. En fait, ça va être le chiffre d'affaires. Donc, à la fin de l'année, sur le site de l'auto-entreprise, on télécharge une attestation fiscale annuelle. Et c'est ce montant-là qu'il va falloir déclarer dans la bonne catégorie. Donc, c'est une catégorie bien précise. Et si tu as bien droit au prélèvement forfaitaire libératoire. Si jamais tu n'as pas le droit au prélèvement forfaitaire libératoire, c'est dans une autre catégorie. Et c'est enfin, il faut bien séparer les deux activités. Tu peux être non assujetti. Euh,
Au niveau de la tenue de la compta en micro, j'ai entendu parler qu'il faut tenir un journal des recettes version papier. Y a-t-il des obligations comptables particulières en micro? Les seules obligations comptables, c'est déjà d'avoir une traçabilité de tes transactions et de ce que tu reçois. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir un compte pro où sur ce compte pro-là, tu as uniquement ce que tu factures à tes clients, etc. Tu déposes les espèces si tu prends des espèces, les chèques si tu prends les chèques, les montants en carte bancaire, etc. Et c'est d'avoir toutes les factures. Il faut que vous vous disiez bien une chose, les factures, c'est en cas de contrôle des impôts. Si demain, on vient vous contrôler sur votre chiffre d'affaires ou sur ce que vous avez fait, vous devez être en mesure de tout justifier, le moindre montant qui passe sur votre compte bancaire professionnel. C'est très, très, très important. Même s'il n'y a pas d'obligation comptable, vous devez pouvoir le justifier. Si on ne collecte pas de TVA en micro-entreprise, est-ce que la consultation de diététique, du coup, augmentera lorsqu'on passera en entreprise individuelle? Alors, en fait, la consultation augmente uniquement si jamais tu passes à une collecte de TVA. Effectivement, si en auto-entreprise, je ne dépasse pas les plafonds, pardon, et que je ne collecte pas de TVA et que je viens à être amené à collecter de la TVA, il faudra le prendre en compte sur la facturation. Par contre, la collecte de TVA ne dépend pas du statut soit de micro-entreprise, soit d'entreprise individuelle, puisque ça dépend bien des plafonds. Hors société, hein. Vraiment, entreprise individuelle et micro-entreprise, les plafonds sont les mêmes. La société, c'est autre chose. Mais si par contre tu passes en TVA, en collecte de TVA, en fait, Elle en, simplifie. ré- en réalité, tu n'augmentes rien puisque la TVA, tu vas la collecter, mais toi, ça va te permettre de passer de payer en hors taxe quand tu vas, par exemple, tu achètes un ordi pour ta boîte, l'ordinateur, tu vas pas le payer en TTC, tu vas le payer en hors taxe. En tout cas, dans le raisonnement, c'est comme ça que ça va devoir se faire. Après, à toi, effectivement, d'ajuster tes prix si jamais ça devient trop compliqué pour toi au niveau du hors-taxe. Alors après, j'ai donc Laurence. J'étais en micro l'année dernière. Est-ce que en micro-entreprise, je dois déclarer mon CA brut avec un abattement de 30%? J'ai pris le versement libératoire. Je J'ai suis... pas pris, je crois. Comment? J'ai pas pris le versement libératoire. Ah, j'ai pas pris le versement Bien pris. libératoire. Donc, il n'y a pas de versement libératoire. Tu Oui. es en micro-entreprise et tu dois déclarer un chiffre d'affaires brut. En fait, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires. L'abattement va se faire automatiquement. Effectivement, c'est pas... Toi, tu ne déduis pas cet abattement de 34%. Par contre, tu devras le déclarer dans la bonne catégorie. Vu que tu n'as pas pris le versement libératoire, attention à la catégorie où... Je sais, je fais un peu peur comme ça, mais attention à la catégorie dans laquelle vous déclarez parce que ça vient totalement changer. Il y a une catégorie versement libératoire où il y a zéro impôt qui se crée et il y a une catégorie où il y a de l'impôt qui se crée. Donc, faut faire très attention, sinon on peut vous dire que vous avez fraudé, hein. Je suis propriétaire, oui, avec un projet d'acheter un bien locatif à moyen terme. Ok, super. Très, très bien. Avant de pouvoir faire un crédit, est-ce que la banque n'attend pas quand même 3 ans d'activité? Alors, pas du tout. C'est une idée reçue, sachez-le. Alors après, votre banquier, il vous dira toujours ce qu'il a envie de vous dire. Donc, s'il a envie de vous prêter, il va vous dire qu'il peut et qu'il n'y a pas de souci et il va se débrouiller. S'il n'a pas envie de vous prêter parce que ça ne l'arrange pas, il va vous dire, ah non, 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 vous n'avez pas 3 ans d'activité, vous n'avez pas ci, vous avez là, machin. Il trouvera toujours une excuse, entre guillemets. Mais là, il faut savoir que depuis le début d'année, il y a eu des remaniements au niveau de l'État et des directives européennes, notamment sur comment on calcule le taux d'endettement d'une personne qui veut investir. Et une des directives, ça a été notamment sur les pros, de prendre en compte, en fait, même s'ils n'ont pas 3 ans d'activité, de prendre en compte, par exemple, juste leur prévisionnel ou leur chiffre d'affaires de l'année, en fait. Donc vraiment, ça dépend. Il n'y a pas de vraie réponse. Par contre, nous, on est en mesure de te mettre en relation si ça t'intéresse avec des banques qui pourront étudier ton projet. Tu as compris, j'ai mon mari qui est banquier, j'essaierai de faire passer le dossier, voilà. Du piston. Exactement. Mais du coup, j'ai les vraies règles. Je connais les vraies Ouais, c'est règles. vrai, c'est vrai. Voilà.
Du coup, on fait uniquement notre déclaration d'impôt personnel dans les bonnes cases, pas de déclaration pro. Si tu es en auto-entreprise, oui, puisque déjà tous les mois, tu fais ta déclaration sur le site de l'auto-entreprise en déclarant ton chiffre d'affaires. Tu payes tes 22, 23, 23,5% à peu près. Donc, tu n'as pas de bilan à faire par un comptable. Si par contre, tu changes de régime fiscal et que tu passes en société ou en BNC avec une déduction de charge, dans ce cas-là, tu es obligé de prendre un comptable et de faire une déclaration avec une liasse fiscale. Alors, rappeler la bonne case pour les impôts. Alors, je peux pas trop, je pense. Je vais essayer de trouver ça, mais en fait, je vais plus vous dire les catégories dans lesquelles ça se met, en fait. Je bougez pas. Je sais pas s'il y a d'autres questions en attendant, les filles. Simulateur impôt. Tac, tac, tac. Si je m'inscris sur l'INPI, je ne sais pas comment l'adresse perso soit l'adresse. Alors, il y a donc les catégories dont je vous ai parlé, c'était le micro-entrepreneur, ça parle, hein, normalement, on ne peut pas se tromper. Micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, si tu ne l'as pas pris, je sais plus si. Ouais, c'est Laurence, donc c'est ça. Donc, vu que tu ne l'as pas pris, tu n'es pas là. Tu es dans la catégorie des revenus non commerciaux professionnels. Donc, revenus non commerciaux, c'est BNC, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et tu es une professionnelle, c'est ton activité pro. Donc, c'est professionnel. C'est dans cette catégorie-là. Mais dans cette catégorie, attention, il y a le régime micro avec l'abattement des 34%. Donc, certainement ce dont tu me parles. Et si tu fais une déclaration avec un comptable, c'est une autre catégorie, c'est le régime réel. Donc, c'est en dessous. Mais voilà, c'est autre chose. N'hésite pas à nous recontacter après si jamais c'est un peu flou encore. Mel, si je m'inscris sur l'INPI et que je veux que mon adresse perso soit et que je ne veux pas que mon adresse perso soit mon adresse de moyen. Est-ce qu'il existe un moyen? A priori, il n'y a pas de souci, hein, tu peux choisir l'adresse à partir du moment où tu as une adresse mail. Alors, il faut toujours. Non, c'est l'adresse, je suppose que c'est l'adresse. C'est l'adresse postale, je pense. Ah, pardon, Je sais. pardon. Mais effectivement, tu peux ne pas mettre ton adresse personnelle, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Par Adresse. contre, tu vas toujours être en mesure de justifier pourquoi tu mets une autre adresse. Donc, si ton siège social, effectivement, il est ailleurs, par exemple, tu loues un local, tu peux mettre l'adresse du local, il n'y a aucun problème. Mais si tu exerces de ton domicile, il faut que tu trouves un moyen. Donc, une des solutions, c'est par exemple une société, on appelle ça des boîtes aux lettres, hein, c'est des adresses de domiciliation. Et tu vas payer, je ne sais pas moi, 20 € par mois ou 50 € par mois pour que ton courrier soit envoyé à une adresse qui va être différente de la tienne. Mais il faut pouvoir le justifier, tu ne peux pas le faire comme ça. Et du coup, en rapport avec ça, il y avait une question aussi, moi, que j'avais reçue, c'était le nom de notre auto-entreprise peut-il être différent de notre nom propre pour différencier du coup sa personne de son activité? Bah, du coup, j'avais répondu, il me Ouais. semble, tout à Ça, l'heure. c'est Amanda qui l'a traité tout à l'heure. Ah oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, Maria. Non, Ah, bah, il y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, vous pouvez choisir. Il n'y a aucune obligation. ok. Mais il faut effectivement, il faut le renseigner en fait au niveau sur l'INPI au moment où vous créez Les la société. procédures de démarrage, ouais. Voilà. Ou si jamais vous voulez faire une modification parce que vous venez de le faire, dans ce cas-là, il faut modifier et c'est dans une case bien précise. On va venir renseigner une dénomination en fait, comme comme un nom commercial, par exemple pour un restaurant. Alors, effectivement, Laurence, peut-être que du coup, tu avais créé ta structure il y a quelque temps, mais là, du coup, la plateforme pour simplifier les démarches administratives, c'est l'INPI. Oui, avant c'était sur le site, c'était beaucoup plus compliqué, hein. Ouais, Oui. C'était sur le site du greffe et maintenant tout est sur l'INPI. Donc Mm. peu importe ce qu'on fait, c'est tout sur l'INPI, les marques, les dépôts, etc. Ouais. Après, j'avoue que je peux comprendre que ce soit pas forcément fluide pour tout le monde. C'est des sites qui sont assez compliqués à comprendre. Au moins qui a donné des clés de compréhension. Avez-vous Merci. des conseils pour bien Ah.
lire sa Génial. compta, éviter les loupés. Alors, les conseils, ben, le premier, effectivement, c'est de tout garder ou d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui est ultra rigoureux et qui peut vous faire. Moi, pour tout vous dire, c'est mon mari, hein, donc c'est le financier. Compta aussi. Je lui ai délégué cette partie et il gère les factures. Et après, ben, si vous ne voulez pas prendre de comptable, il y a une alternative, on va dire, qui est un peu hybride. C'est les logiciels comptables en ligne. Ça coûte beaucoup moins cher puisque c'est entre 10 et 50 euros par mois. Donc, on n'est vraiment pas Ça. sur des gros budgets. Et par contre, ça vous permet de vous faire votre propre comptabilité au fur et à mesure. Par contre, bien sûr, il n'y a quasi aucun intérêt si vous êtes en auto, hein, clairement. Si vous êtes en Ouais. auto, juste faites-vous. Juste un compte vraiment qui est dédié à votre structure Dédié, et ouais. déjà ça vous permettra de voir les différents flux, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et de vous faire une comptabilité plus éclairée, quoi. Merci Yes. Alexandra pour ton retour. Et oui, on sait, même nous, hein, on a été entrepreneuse aussi au départ. Ça a été un petit peu compliqué. C'est pour ça aussi qu'on s'est spécialisé là-dedans. On s'est dit que certains auraient besoin de nous. Donc non, c'est sûr que c'est des sujets qui sont assez nébuleux, souvent très techniques. Et en plus, quand t'es pas là-dedans, t'es pas là-dedans, quoi. Donc voilà, il faut juste être rigoureux et ça se fait assez bien après. Voilà. Il faut pas trop se laisser déborder, parce que quand on se laisse déborder, après, c'est mort. Il faut repartir au début, on sait plus où on en est. Et puis, ben, c'est bien, voilà, dans la gestion de ses affaires, si notre business fonctionne bien, ben, l'idée, c'est de pouvoir aussi suivre sa structuration. Donc, voilà. Il y a Euh, d'autres questions quand oui, il y a même. d'autres questions. Alors, depuis quand, Laurence? Le site de l'INPI, ça fait pas très très longtemps, hein. Je pense que ça fait un an et demi, un an, même peut-être même pas. Donc, ça fait pas très très longtemps. Mais maintenant, tu auras que ce site, même quand tu tapes les anciens sites, tu es redirigé automatiquement. Mm. Pour la TVA, je suis en train de regarder, j'ai quand même l'impression qu'on est exonéré en tant que diète, profession paramédicale réglementée, d'après l'article. Où est-ce que je comprends mal? Alors, attends, je regarde, je te dis ça de suite. En attendant, si les filles, vous voulez répondre à une autre question, comme ça, je vérifie, moi, cette partie-là. Alors, merci beaucoup, je dois quitter les lignes. Merci à toi, Florence, pour ton Merci. attention. Concernant la compta à justifier, je dois régulièrement faire des versements depuis mon épargne car je viens juste de débuter et j'ai plus de charges que de produits. Comment justifier cet apport perso? Alors là, encore une fois, c'est au cas par cas, mais si tu es en auto-entreprise, comme l'expliquait Carla tout à l'heure, en fait, la structure de l'auto-entreprise fait que la comptabilité est transparente. Donc, l'auto-entreprise, le compte pro de l'auto-entreprise égale la personne physique et en l'espèce, le diététicien. Donc, en fait, il faut avoir un compte dédié parce qu'on trouve que c'est plus simple pour la comptabilité, mais tu n'as pas à justifier les allers-retours entre ton compte perso et le compte pro. Après, c'est différent si tu es en société. Là, c'est autre chose. Mais pour l'auto-entreprise, la comptabilité est transparente. En fait, il faudrait plutôt que tu justifies des gains sur ta structure, mais après, si tu fais de l'apport perso, ben, on sait que ça vient de toi, il n'y aura pas besoin de le justifier. Je suis bien. Je suis bien au micro. Merci pour votre réponse. Est-ce que les personnes qui avaient une société ou qui envisageaient une société ont des questions ou sur ça, d'ailleurs, sur le passage, les bonnes questions à se poser? Peut-être qu'on peut vous aider aussi là-dessus. On est bon. Si jamais, si jamais on envisage. Si jamais on envisage d'ouvrir un deuxième cabinet, y a-t-il des démarches au niveau de l'URSSAF?
Alors, tout dépend encore une fois du statut. Quoi qu'il en soit, au niveau des cotisations, c'est sur le chiffre d'affaires qu'elles sont déterminées, hein. Donc, ça ne change rien. Finalement, Bien changer entreprise là, individuelle. alors, finalement, la première année, il faut privilégier l'auto-entreprise. Attends, non, oui, tout à fait, Marine, c'est ça. En fait, pour un début d'activité, si tu n'as pas de vision sur ton chiffre d'affaires, l'avantage de la micro-entreprise, c'est que si tu ne gagnes rien, tu déclares zéro, quoi. Donc, effectivement, tu n'as pas de charge. Alors que quand tu passes à une structure plus complexe, effectivement, tu risques d'avoir des frais de gestion, des gestions globales sur la société. Si tu passes en société, ben, tu auras un comptable à prendre, c'est un abonnement qui coûte un petit peu cher. Donc, effectivement, quand il n'y a pas d'activité du tout, c'est pas forcément raisonnable. Après, comme Carla vous l'avez dit, attention, ça dépend aussi de votre situation. Si vous êtes marié et que votre conjoint est un chirurgien, vous avez tout intérêt à vous n'avez pas forcément besoin de revenus complémentaires, donc vous avez tout intérêt à capitaliser au sein d'une société et de pas forcément vous reverser de rémunération, quoi. Mais tout à fait, pour commencer, en fait, c'est toujours l'étape 1. Et puis après, quand on est officiellement lancé, qu'on a notre fonds de roulement, effectivement, on envisage de se déclarer au réel, donc d'envisager déjà de faire des charges. Et puis, si jamais, bah, alors c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, des kinés, kinés, avocats, ils sont souvent sous ce régime-là, ils ont beaucoup de charges, donc ils passent simplement en déclaration réelle, ils ont exposé les plafonds. Et puis, certains décident de se structurer au sein d'une société parce qu'ils ont d'autres sources de revenus aussi et qu'ils n'ont pas forcément besoin de se rémunérer plus que ça. Amanda, tu as répondu à quelle question là? La Sur question de Marine. privilégier l'auto dès la première année. Ok, Mm. ok, très clair. Laurence, est-ce que pour la santé de l'entreprise, ce n'est pas stratégique de Mm. déduire trop de charges si je veux emprunter justement par la suite? Alors tout à fait, le but des charges, ce n'est pas de faire des charges pour faire des charges, ça ne sert à rien. Si on gagne 100 et qu'on déduit 100, ben à la fin on gagne zéro, donc ça ne sert à rien, clairement. Euh, On dit qu'une déduction de charges intéressante quand on doit en faire une, donc quand on a une comptabilité à faire, c'est à peu près 40 à 50%. Dès qu'on va dépasser 40 à 50%, là, ça va commencer à être n'importe quoi. Et il faut à chaque fois que les charges soient intéressantes pour toi. C'est-à-dire que ce soit des vraies charges. Tu vas pas te dire, ah ben, je vais vite aller acheter à Bureau Vallée des caisses, des classeurs dont tu n'as pas besoin juste pour faire des charges. Tu fais des charges, mais qui soient intéressantes dans ta vie, quoi. Et effectivement, pour emprunter, le banquier va quand même analyser ce que tu gagnes vs ce que tu dépenses. Donc, s'il voit qu'on a des bilans presque négatifs, il va dire, bah ouais, mais cette personne-là, elle gagne même si elle gagne 150 000 euros, s'il y a 140 000 de charges, bah, elle gagne que 10 000, quoi. Et du coup, pour la question dont j'ai vu tout à l'heure, effectivement, il y a des professions qui sont exonérées, certaines professions qui sont exonérées au niveau réglementaire de la TVA, mais par contre, dans tout ce qui est diététique, il faut bien faire partie d'une catégorie bien précise et on pourra si s'il y en a certains qui sont intéressés, on pourra peut-être vous expliquer un peu plus la catégorie, mais il faut faire partie d'une catégorie bien spécifique. Moi, j'ai Et peur. Et après, selon vous, c'est une bonne solution d'être en couveuse la première année. Alors, je ne connais pas l'expression. Ouais, il faut que tu nous Oui, moi non clarifies. plus. Est-ce que tu peux nous clarifier? En couveuse. Peut-être Marion, Alessia, si vous en savez plus, peut-être. Ouais. Oui, c'est les attends, comment on appelle ça autrement? Les Euh, accélérateurs, non? ouais, accélérateurs, les pépinières d'entreprise. Là, je sais pas comment enfin, Mm. j'appelle ça aussi couveuse. Donc, je sais pas quel est le. Ah, c'est les incubateurs. Ouais, les Incubateur, incubateurs, exactement. les Les incubateurs. incubateurs, c'est ça. D'accord. C'est un accompagnement pour la première année de création. Ah oui, ben ça peut être, hein. De Incubateur. toute façon, je crois que ça coûte rien en plus, hein, Il faut donc. saisir les mains qui sont tendues, donc pourquoi pas. Ouais, je crois qu'il y a quand même, enfin, ça dépend quelle couveuse, quel incubateur, mais des fois, il y a quand même quelque chose, enfin, un abonnement à payer et ça peut être plus ou moins cher selon les prestations.
D'accord. Parce que là, moi, je vois celle de Pôle emploi. Je crois qu'elle est gratuite, non? Par Pôle emploi. Je vois qu'il y en a. Il y en a- Gratuit, Ah oui. oui, alors là, du coup, Je suis Mélanie dit d'accord. que pour elle, c'est gratuit, mais ils prennent un pourcentage du chiffre d'affaires. Effectivement, ça dépend. Ah! Ah oui, d'accord. Ben après, là, il faut que tu vois, en fait, pour te donner, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je pense que quand on se lance, notre plus grosse inquiétude, c'est est-ce que je vais avoir des clients? Donc après, si tu as des clients, tu n'as pas besoin de faire partie de quelque chose qui va te prendre un pourcentage de chiffre d'affaires. Déjà, si effectivement tu démarres ton activité et que tu as besoin de te rassurer, ça peut être peut-être une bonne idée la première année. Mais après, dès que tu as ta clientèle et que tu sais que tu vas avoir de la recommandation, parce que je pense que comme, Ça marche en recours, notre hein. voilà, comme dans notre activité, comme dans la vôtre, ça marche par recommandation et bouche à oreille. Donc, si tu commences à avoir des clients et que ça y est, ça fonctionne pour toi, que tu arrives plus ou moins à vivre, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'on prenne un pourcentage de ton chiffre d'affaires, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je dois vous quitter. Les enfants n'ont pas attendu pour demander le dîner. Je me Ah. doute. Effectivement, c'est 19h42, il doit avoir faim. Le conjoint aussi. Ça fait les impôts. Avec mon conjoint, nous envisageons d'investir en IMO, justement, et ça me conforte d'autant plus. Ben, super, Ouais, merci génial. Alexandra pour ton retour. Merci infiniment pour ton retour. C'est Et super. si tu as d'autres Merci à questions toi. après les enfants, on vous enverra de toute façon le mailing avec tous nos coordonnées. Vous pourrez nous recontacter si jamais vous avez la moindre question. C'est avec grand plaisir. On vous recevra au premier rendez-vous sans... C'est gratuit, hein, il n'y a pas de facturation, ne vous inquiétez pas. Et du coup, peut-être préciser que vous êtes sur Marseille, Aix ou Marseille, je sais Ah oui, pas. tout à fait. On est sur Voilà. Aix-Marseille, on est partout. Au Parce Stade qu'il y a d'Amérique. des Marseillaises du coup dans l'audience, donc je le précise quand même, c'est des Oui, fois, on est sur. même si vous On est exercez en visio, évidemment, on a l'air de la visio, mais du coup, des fois, s'il y a des Marseillaises, ça peut être sympa aussi de se rencontrer N'est-ce physiquement. pas, Laurence? Alors, moi, je fais la transition, donc on repart sur le club des entrepreneuses. Si vous Hmm. voulez, Ouais. si vous voulez les filles, je suis désolée, je suis obligée de dire les filles, je suis vraiment infiniment désolée pour les garçons, s'il y en a encore. Mais on va organiser un premier événement, je pense, mi-février. Donc, pareil, on vous fera parvenir les petites invitations. Si vous souhaitez venir, c'est avec grand plaisir. Ce sera peut-être l'occasion de parler de ces sujets-là de vive voix. Voilà. Ou pas du tout, en fait, pour ce... Vraiment. Et pour vous de potentiellement récupérer des personnes qui ont besoin Ouais, de vos Tout à conseils fait. en matière de diététique. C'est aussi pour ça, hein, le Club des entrepreneuses, c'est de se faire un petit réseau. C'est pas le principe style BNI où on paye 1 500 € ah, l'année, pas hein, du tout. voilà. Ouais. C'est Non, 25 euros annuels. voilà, Donc, il y a une cotisation annuelle de 25 euros. Il n'y a pas d'enjeu du tout. Venez comme vous êtes, c'est comme un McDo, hein. Voilà. c'est à la cool Ouais. Ok. Il y a à encore notre des questions. Il y a encore une question, je crois, hein. Alors, c'est possible pour vous de faire un bilan avec vous après le webinaire pour savoir si nous sommes dans le bon statut. Tout à fait, on peut faire un bilan. Comme je l'ai dit, le premier rendez-vous est complètement gratuit. Donc, si tu es intéressée, Marine, on t'enverra les coordonnées. N'hésite pas à nous contacter par nos téléphones respectifs pour qu'on fixe un rendez-vous. Alors, pour vous préciser, les filles, on a des abonnements en fait, hein. On accompagne, nous, déjà beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses dans leur activité sur la première, la deuxième année, enfin, bon, en fait, sur toute leur vie, depuis maintenant quelques années. Donc, on fait des forfaits, notamment des tout petits forfaits entrepreneurs. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas voilà, la follow générale sur le premier rendez-vous. Il peut très bien y avoir un suivi. Ça vous coûte quasiment rien. Alessia le sait, elle fait partie du coup. Donc voilà, si ça vous intéresse, on vous enverra aussi tout ça. Et puis c'est tout, quoi. Puis on était très contente de vous avoir avec nous ce Oui, soir. puis Tout à on vous fait. remercie aussi parce que vous avez été active. Bientôt actif, ouais. Ça, c'est agréable. Ouais. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était Non. très clair, je pense. Et puis effectivement, on fera passer le replay déjà de la vidéo s'il y a besoin de revoir des trucs. Et puis les contacts évidemment de vous trois pour que voilà, celles qui veulent aller plus loin puissent vous contacter en direct et prolonger du coup
les conseils. Génial. Ouais, Merci. moi, je tiens quand même à dire qu'il y a toujours des questions, hein. On a toujours la sensation Ah, qu'on a ah, compris et il y a toujours des questions après. Ah, Oui. tout à ah fait. oui, Ça, ça on en c'est a la toujours. version Alessia. Alessia, tu as son 18e rendez-vous, elle a toujours des questions. 18 rendez-vous, espace de 3 semaines. C'est génial, c'est quand on pose des questions, c'est qu'on comprend. Voilà, Oui, donc tout ça, à fait. Non, mais Je c'est sais bien. pas. Non, mais nous, c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment que vous puissiez maîtriser vos affaires. Et puis voilà, c'est plaisant de pouvoir en discuter et pas être dépassé, quoi. C'est juste ça, de pas être dépassé. Ouais, Bon, bah, d'avoir top. des Bah, gens de bonne confiance. soirée à tout le monde. Merci encore. merci, Et puis, voilà, Merci bonne continuation à tout le monde. Bonne soirée tout le Merci monde. beaucoup. Bonne soirée.